Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci chères auditrices et auditeurs de nous suivre sur Canal M. Aujourd'hui, je reçois Aïssé Touré. Elle a fait des études universitaires, a immigré au Québec, a fait 3 enfants, elle a fondé le mouvement inclusif Black History et a conçu une émission de télé qu'elle co-anime. Oh, en passant, j'oubliais, elle est aussi infirmière clinicienne. Alors, l'inspirante Aïssé Touré nous dit à quelle pompe elle s'abreuve. Bonjour Aïssé Touré. Bonjour Marjorie. Alors merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Sherbrooke pour venir à nos studios, parce que c'est beaucoup plus chaleureux de se rencontrer physiquement. Exactement, merci pour l'invitation. Ah vraiment, c'est un plaisir. Bienvenue à Vivement les femmes. Donc Aïssé, avant de rentrer dans tes nombreux projets, j'aimerais d'abord que l'on parle de ton enfance un peu avant d'avoir immigré au Québec. Alors, tu es née où, de quelle origine, etc. On veut tout savoir. OK, bon. Je suis née à Paris, en banlieue parisienne, dans une petite ville qui s'appelle Argenteuil, qui n'est pas très réputée. Quand tu dis ça à un Parisien, on va te dire OK. C'est un peu les quartiers là où on a mis tous les immigrants quand ils sont arrivés. Donc, j'ai grandi là et puis je suis d'origine sénégalo-malienne. Et puis, je suis la cadette d'une famille de 6 enfants. Wow. Donc, oui, c'est ça. Fait que j'ai 3 sœurs et 2 frères. Et puis, j'ai beaucoup d'écart entre mes frères et sœurs. Donc, j'ai plein de petits mamans puis de petits papas. Parce que mon plus grand frère a quand même 55 ans. Donc, ça pourrait être mon papa, effectivement. Donc, voilà, une enfance joyeuse. Entourée, diversifiée, inclusive, si je peux dire. Ah ouais, tout à fait. Oui, vraiment. Puis tes parents étaient en France depuis longtemps? Ils ont eux-mêmes immigré? Exactement. Alors, pour mon histoire, en fait, moi, mon grand-père maternel est un tirailleur sénégalais. Donc, les tirailleurs, le Sénégal étant une ancienne colonie française, à l'époque, la France a pris des soldats sénégalais pour aller combattre pour la France. Okay. Et donc, mon grand-père en faisait partie. Et d'ailleurs, il y a un film de Omar Sy qui est sorti très, très, très récemment, là, en début d'année, qui s'appelle Tirailleurs, qui raconte cette histoire-là des soldats africains qui ont quitté l'Afrique pour combattre pour la France et qui n'ont pas eu cette reconnaissance, malheureusement. Donc, l'histoire de ma mère est comme ça. Donc, fille d'un tirailleur, elle s'installe en France, elle rencontre mon papa, puis ils s'installent, puis c'est ça. Donc, eux, ils sont là depuis, parce qu'ils sont toujours en France actuellement, puis ils sont là depuis les années 60. Ah oui, quand même. Oui. Première immigration. Et puis, donc alors, là, tu es née à Paris, tu as fait tes études aussi en France. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait comme études? Je suis infirmière clinicienne, donc j'ai fait une école d'infirmière. En fait, ça fonctionne un petit peu à l'envers en France parce que moi, j'ai eu mon bac à 17 ans. Puis à l'époque, j'ai fait un bac en gestion des ressources humaines. Ah oui? OK. Parce que j'avais juste besoin d'un bac pour rentrer à l'école d'infirmière. Donc, peu importe la filière que je choisissais, fallait juste un bac. Donc, j'avais choisi RH, qui finalement, je pense qu'on va le savoir par la suite, me sert maintenant. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, il me fallait juste un bac. Donc, gestion des ressources humaines, je rentre à l'école d'infirmière, 3 ans d'études. Et puis, le choix d'infirmière a été... c'était une évidence pour moi, mais je suis quand même entourée de femmes très inspirantes dans la famille également. J'ai 2 sœurs médecins, professeurs, recherchistes au CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique en France. Donc, j'avais quand même du niveau, là. Donc, quand moi, j'arrive, puis que j'ai 16 ans, 17 ans, puis que je dis je vais être infirmière, tu sais, Ah oui, c'est ça. Donc, vas-y, tu sais. Donc, oui, je paraissais un petit peu... ça, c'était mon impression à moi, bien évidemment, mais... Mais c'était quand même dans un domaine quand même médical, si on peut dire. Exactement, c'est dans la santé. Dans la santé, oui. Et puis, donc, alors, après ça, c'est ça, et tu décides, à un moment donné, de venir au Québec. Donc, alors, avec Marie
et enfant ou... Non, enfant dans le ventre. Ah, enfant dans le ventre. Wow, OK. Alors, maman devenir, tu Oui. as pris la décision avec ton mari pour venir au Québec. Alors, ce que j'aimerais savoir, pourquoi cette décision a été prise et le choix, je sais que maintenant tu vis à Sherbrooke et d'aller vivre à Sherbrooke. Alors, tu as 2 questions là. OK. Donc, en fait, moi, mon conjoint, je l'ai rencontré au Sénégal, donc le pays de ma maman. Et puis, à l'époque, on avait comme un projet avec mes sœurs, c'était d'ouvrir un centre de dialyse parce que j'ai une de mes sœurs qui est néphrologue. Donc, on voulait ouvrir un centre de dialyse à Dakar. Finalement, ça s'est pas fait, mais j'ai rencontré l'amour. Je suis pas repartie bredouille. Ah ouais? Je suis pas repartie avec le projet, mais je suis repartie avec l'amour. Et donc, en fait, j'ai démissionné. À l'époque, j'étais déjà infirmière, puis j'avais démissionné de mon emploi pour aller m'installer à Dakar 1 an. Donc, j'ai vécu au Sénégal 1 an avec mon mari. Et puis, c'était une année plutôt sabbatique et tout ça. Puis moi, je trouvais pas d'emploi. Donc là, mon conjoint, il voulait absolument rien savoir de la France. Ah oui, OK. Il était très réticent à venir s'installer en France. Donc, il m'a proposé, écoute, on pourrait aller dans un pays neutre que ni toi ni moi ne connaissons. Puis on démarre notre aventure comme ça. Wow. Donc, j'ai dit oui, OK. Moi, ça me plaisait, mais pas aussi loin que le Québec. Là. Moi, je voyais ça comme Londres, la Suisse, les pays d'Europe limitrophes à la France, quand même, vraiment. Et donc, il me parle comme ça du Québec. Il me dit, j'avais envie à un moment donné d'aller étudier au Québec, ça s'est pas fait. Puis, il me dit, on pourrait essayer. Enfin, je dis, moi, hors de question, je veux pas là-bas. C'est hors de question, je vais pas. Et puis, je rentre avec cette petite idée-là à Paris. Puis, je prends le métro un jour. Les portes du métro s'ouvrent. Puis là, c'est écrit « Recrutement Santé Québec. Nous cherchons des infirmières pour venir travailler au Québec. » Wow! T'avais ta réponse. Je dis, c'est incroyable, c'est un signe. Je dis, je vais y aller. Oh! J'ai juste envoyé mon courriel, j'ai passé une entrevue sur place. Donc, c'était un grand salon là où ils recrutaient des gens de tout milieu. Là. OK. Et donc, il y avait le milieu de la santé. Et c'est ça, je passe l'entrevue, je l'ai réussi sur place. Oui. Et donc, on me dit sur une carte comme ça, vous voulez aller où? Je dis pas, écoute, je sais pas. Ah, OK. Donc, alors, tu étais recrutée. Puis maintenant, il fallait choisir sur une carte. La région sur la carte. Sur une carte du Québec. Mais tu connaissais même pas. Absolument, je ne connaissais absolument rien. Oui. Et donc, on m'a dit, tu sais, Sherbrooke, c'est pas mal. C'est entre la ville puis la campagne. C'est à 1h45 de Montréal. Je pense que tu t'y plairais bien. Bon, OK. Donc, voilà. Ouais. Alors, ça veut dire que quand tu es rentrée, tu avais déjà ton emploi. Oui, effectivement. Comparé à d'autres immigrants, je suis très, très, très chanceuse. Puis, je suis consciente de tout ça. J'ai pas eu de soucis à chercher de l'emploi. Oui. J'ai pas eu de problème non plus d'équivalence parce qu'il y a une entente entre la France et le Québec. Donc, j'ai eu un petit stage de 30 jours, mais je veux dire, j'ai pas eu à la reconnaissance des acquis qu'on appelle, tout ça. Processus long et exactement. pénible. Puis, on est 2 à avoir immigré. Puis, nous 2, on n'a pas eu la même immigration. OK. Donc, moi, j'ai eu une immigration facile. Oui, mais lui, il a eu une immigration plus difficile avec ses diplômes africains et tout ça. Oui, tout à fait. Donc, je suis vraiment chanceuse. Ouais. Ah, bien dis donc. Je poursuis ma discussion avec Aïssé Touré, directrice de Black History. Donc, Aïssé, tu es infirmière clinicienne, maman, directrice de Black History et animatrice de la série Personne n'en parle. Donc, comment tu combines ces 3 rôles-là? Je ne sais pas. La réponse est courte, mais... ça prend... J'y arrive, je combine bien, mais quel est le secret? Je ne sais pas. Je pense que je suis une fille aussi très, très organisée. Je m'organise pour être présente pour mes enfants, puis pour avoir aussi du temps pour moi. Je ne me prive pas de ma petite Zumba du lundi soir et du mercredi soir. Je ne me prive pas de mon petit facial trimestriel. Donc, mais c'est sûr que ce n'est pas évident à gérer, surtout quand tu n'as pas ta famille autour de toi, où tu peux compter sur 2 personnes, mon conjoint et moi-même, même si on a quand même un entourage, c'est pas évident, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui.
Puis tu embrasses ces 3 rôles-là avec enthousiasme et tout. Puis tu es capable de faire, comment je veux dire, la part des choses. J'arrive à jongler. Mm-hmm. Il y a des fois où je dirais que c'est plus difficile de me dire, bon, ben là, par exemple, j'arrête là, ma demande de subvention, là, je la ferai demain. Oui. Ça, c'est difficile. Là. C'est ça. J'ai de la misère plus à m'accorder du temps pour moi, même si je le fais. Mais vraiment, la gestion du temps est plus difficile pour moi. Oui, c'est ça. Puis tu as aussi 3 enfants. Oui. Donc, alors, en tant qu'infirmière, est-ce que tu travailles de nuit ou tu refuses certaines plages horaires? Je travaille de jour. J'ai longtemps travaillé en service là, sur les départements. J'adore la chirurgie. J'ai fait beaucoup de soins palliatifs en France, de la pneumologie aussi. Mais arrivé à un moment donné, ça fonctionnait plus sur les étages pour moi parce que j'ai une condition immunosupprimée. Là, donc, je ne pouvais plus rester sur les étages. Donc, contre mon gré, j'ai été déplacée dans une centrale d'appel pour les ambulances. Oui. Donc, maintenant, je fais la gestion des appels d'ambulance 911 dans la région de l'Estrie. Ah, d'accord. Oui. D'accord, super. Est-ce que ce partage des rôles que tu nous dis bien assumé, est-ce que c'est parce que ça prend aussi avoir un conjoint collaboratif qui s'implique dans les tâches et tout? Ben, primordial pour moi. Oui, hein? Je ne pourrais pas porter tous ces chapeaux s'il n'était pas là. C'est ça. C'est pas pour lui faire des éloges, là, mais mais vraiment, tu peux. Oui, je peux. OK, je lui fais beaucoup d'éloges aujourd'hui, mais vraiment, il faut que la personne comprenne, il faut qu'elle comprenne qu'on est attiré par une cause, puis qu'on est à fond dedans, puis que c'est ça notre essence, puis ça, si la personne à côté de toi, elle ne comprend pas, c'est difficile. Là. C'est ça. Donc, quand mon mari me dit hey, « là, j'ai vu un petit appel de projet ici. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. J'ai vu ça. Tu devrais y aller. Il y a un événement, là, tu devrais y aller. » Ah, c'est lui qui dit. Comme... Ah oui? OK. C'est vrai. Puis même hier, avant de venir sur l'émission, est-ce que tu as écouté un petit peu? C'était quoi ce que faisait Marjorie? Oui. Je suis prête là pour l'entrevue. C'est super. Ben, merci au conjoint. Et puis le dernier ou la dernière, je ne sais pas, c'est une fille ou... Oui. C'est ça. Vous l'avez eu, si je calcule bien, pendant la pandémie ou juste avant? Septembre 2019. OK. Oui. Alors, c'était quand même un bébé jeune que vous avez pendant la pandémie. Oui. Puis comment ça s'est passé au niveau de la dynamique familiale? La dynamique familiale, ça a été, je me suis sentie très seule. Oui. Très seule, parce qu'en plus, j'ai accouché en septembre, puis j'avais prévu, moi, de rentrer en France en mars. Oh, OK. Et puis, j'ai pas pu y aller. Donc, jusqu'à présent, là, depuis 2018, j'ai pas vu mes parents. Donc, ma famille et tout ça, c'est très difficile. Puis, en plus, il y a eu l'appel, au niveau du gouvernement qui disait que les infirmières pouvaient revenir pendant la pandémie, qu'elles étaient accueillies. Même si on était en congé maternité, on pouvait revenir, puis on récupérait après nos semaines. C'est ça. Ça a été beaucoup de culpabilité, dans le sens où je me disais, je suis à la maison, je sais que mes collègues sont dans le COVID, c'est un truc qui est nouveau, je peux pas aider, j'ai des enfants en bas âge, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Finalement, j'ai pris la décision de ne pas y aller. Puis je suis retournée en service en août. Mais en mars-avril, mai, ça a été très difficile, tant au niveau professionnel, au niveau de ma conscience professionnelle, tant sur le plan personnel, où je me sentais complètement délaissée, puis j'avais un conjoint qui travaillait encore, il était dans les travailleurs essentiels. Donc, j'étais seule. Tu étais vraiment seule pendant ce temps-là avec un jeune bébé. Alors, là, on approche de tes projets, de tes nombreux projets. Donc, maintenant, en tant que directrice de Black Estrie, alors, explique-nous d'abord, c'est quoi Black Estrie? Okay. Donc, c'est un organisme qui fait la promotion de la culture noire dans la région de l'Estrie. Et ça, c'est parti, en fait, suite à l'assassinat de George Floyd en juin 2020. J'ai eu comme une sorte de révélation. Je ne sais pas si... J'ai toujours été une fille un peu très sociable, très rassembleuse, très joyeuse, mais il me manquait quelque chose. Ouais. Il me manquait vraiment quelque chose. J'avais un manque de confiance en moi très, très, très majeur. Et finalement, après George Floyd, j'ai décidé que ça suffit. Là. J'ai l'impression que la maternité aussi m'a beaucoup changée. Oui. Le fait d'être maman, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Puis j'ai eu peur pour mes enfants, tout simplement. Et donc, ça a commencé par écrire des lettres à la direction de mon hôpital, à la direction du CIUS de l'Estrie, où j'ai témoigné, en fait, de beaucoup de situations qui m'étaient arrivées en tant que seule infirmière noire, quasiment de l'établissement.
Et c'était pas une plainte, hein, c'était vraiment juste un témoignage Oui. que je voulais faire part. Donc, ça m'a libérée. Oui. Puis ensuite, j'ai dit, bon, je veux pas me limiter à ça, je veux aussi créer quelque chose pour la région. Mhm. Donc, c'est parti d'un groupe Facebook où on mettait en avant des personnalités noires de la région, on mettait des avocats, des pharmaciens, des danseurs, peu importe la profession, juste pour montrer qu'on pouvait briller, nous aussi. Et de fil en aiguille, ça a pris le chemin d'une organisation, parce qu'au début, c'était une plateforme, si Bien je peux sûr, dire. bien sûr. Puis de fil en aiguille, ça a évolué avec une organisation, un conseil d'administration, une gouvernance, des choses qui me sont complètement, qui m'étaient complètement Ouais. inconnues. Mhm. Et puis l'émission également, personne n'en parle. C'est ça. Mm. Puis, donc, ton employeur connaît aussi tes activités au sein de la promotion à Oui. travers Black History. Oui. D'accord. Mais après, excuse-moi, je t'ai Oui. coupé. Alors, comment ils ont accueilli cette activité? Bien. Bien? OK. Oui, vraiment bien. Et en plus, il y a quelques semaines, j'ai passé une entrevue pour passer dans le journal interne du Oui. CIUS. Donc, j'attends mon article avec grande impatience Ah oui, parce qu'il faut ok. un article sur Black History et le Ah. fait de pouvoir être infirmière puis de pouvoir avoir aussi d'autres passions à côté. Donc, C'est génial, donc ça. oui, vraiment, Ouais. l'employeur est quand même très, très ouvert. Puis, donc, la suite de ces lettres, là, si je peux revenir à l'histoire, c'est que, bon, j'en ai envoyé une, mais j'ai dû en envoyer d'autres aussi Oui. parce que j'avais pas eu de réponse. Donc, j'ai envoyé au total 5 lettres. Mhm. À la direction. Et finalement, j'ai participé à la mise en place d'une politique EDI, équité, diversité, inclusion, au sein du CIUS, parce qu'on oui? n'en avait pas. OK. Donc, j'ai fait partie des comités qui ont mis en place l'EDI au sein du CIUS de l'Estrie. Oui, Donc, alors, ça veut dire que ça a donné un plus aussi même à ton employeur. exactement. De cette prise de conscience aussi. que- Exactement. Exactement. Et puis, comment que tu vois le fait, le vide qu'il y avait déjà autour à Sherbrooke de ça, de quelqu'un qui prend les rênes et puis qui présente un projet comme ça? Comment que tu perçois au moment où tu as fait le constat, où tu l'as verbalisé et maintenant, est-ce que tu te rends compte qu'il y a comme un changement au niveau même de ton environnement de travail et autres? Oui, je le vois. Mhm. Mais dans l'environnement de travail, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Au niveau de la prise en charge même des patients issus de la diversité ou d'une autre orientation sexuelle ou d'une autre Mhm. religion. Il y a encore du travail à faire. OK. Mais les gens sont plus à l'écoute, ils sont plus ouverts, Mhm. puis ils comprennent... parce que souvent, j'ai été la seule noire des étages, puis on me prenait souvent pour la femme de ménage ou pour la préposée aux bénéficiaires, ou un patient qui veut juste tout simplement pas de moi. Oui, C'est arrivé aussi. c'est arrivé Qui aussi. voulait pas, Ouais. et puis en me disant le mot en haine. Oui. Puis tout ça, c'était des épreuves où je me suis dit, je peux pas laisser le patient choisir Mhm. tu sais, il peut pas choisir qui va être son infirmière, c'est pas possible. C'est ça. Je suis autant, tu sais, j'ai les mêmes capacités que Mhm. Geneviève, là, par Oui. exemple. Oui. Donc non, je vais m'occuper du patient jusqu'au bout. Puis ça a été difficile, mais je l'ai fait. Oui. Et puis à la fin, le patient m'a même remercié à la fin du quart du travail. Il s'est excusé, puis il m'a dit qu'il me remerciait, qu'il avait eu des super bons soins, puis qu'il était Ah, c'est satisfait. ça. C'est ça. Donc, puis ça, les collègues ont eu du mal à l'assimiler, à se dire que, tu sais, pourquoi elle y va, malgré toutes ces insultes, toutes ces injures, pourquoi elle y va? Mais c'était nécessaire pour moi. Mhm. C'était vraiment Non, nécessaire. tu t'es dépassé aussi et puis finalement, lui, il a changé son regard aussi. Exactement. Avec, Exactement. ouais. Donc, il y a une ouverture d'esprit, je dirais, mais encore beaucoup de choses à faire. Mhm. Oui. Toujours en compagnie de Aïssé Touré, directrice de Black History. Aïssé, j'ai beaucoup lu sur toi, ce qui était sur les médias sociaux, Google et tout ça. Tu parles de modèle identitaire. OK? Puis cette expression est revenue à quelques reprises. Donc, explique-nous pourquoi c'est important, ce modèle identitaire. Ah, c'est important pour se construire. Mm-hmm. C'est important pour savoir qui on est. Moi, je trouve que
Ben, j'ai toujours vécu avec une double ou une triple, quadruple identité, je peux dire. Mm-hmm. Je peux être à la fois très sénégalaise, m'habiller en boubou traditionnel, cuisiner un poulet yassa, comme je peux être très occidentale, puis te faire un gratin dauphinois. Donc, mais j'ai toujours vécu avec ça, mais moi, c'est plus pour mes enfants, parce que j'ai vécu dans une société où j'avais des gens ici de différents milieux, et j'ai pu m'identifier et j'ai pu me dire que, finalement, je peux être ça et ça et ça. Je peux être plusieurs choses à la fois. Oui. Mais alors, ce qui est important, c'est d'avoir des modèles pour pouvoir se construire. Donc, moi, si mon fils, par exemple, je lui achète des livres puis qu'il ne se reconnaît pas dans le livre, j'ai pas l'impression d'amener un message jusqu'au bout. Oui. Moi, je veux qu'ils se reconnaissent dans les livres. Donc, j'aime bien acheter des livres avec des personnages qui sont issus de la diversité, par exemple. Oui. J'aime bien aussi, quand il y a une activité avec les Sénégalais de Sherbrooke, amener mon fils pour qu'il voit c'est quoi la culture. Mais j'aime bien aussi aller à la cabane à sucre. Oui. Donc, c'est vraiment allier tous ces éléments-là pour se construire. Et c'est important d'avoir des modèles juste pour avoir sa propre personnalité, puis savoir où on va, qui on est, puis ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Donc, on parle souvent de l'immigration qui arrive à Montréal, puis même au niveau des politiques gouvernementales, ils en discutent, comment faire en sorte que les immigrants vont aussi en région. Donc, je pense que tu es un modèle de ça. Mais là où je veux en venir, c'est que tu t'es donné quand même une mission qui est quand même très grande et noble, c'est-à-dire de faire reconnaître, de mettre le projecteur sur les immigrants en région sherbrookoise qui sont là et puis qui font de belles choses. Tu te dis aussi chasseuse de têtes, alors tu vas chasser des têtes bien, comment je veux dire, pour en fait des talents, quoi. Alors, comment que tu t'y prends? Parce que, je veux dire, tu connais pas tout le monde à Sherbrooke. Donc, comment que tu fais cette recherche de talents issus de la diversité? Le réseautage m'aide beaucoup. Moi, je ne manque pas une opportunité pour aller réseauter, pour parler de ce que je fais. Ça, je saute sur l'occasion. Puis les gens, maintenant, je pense qu'on est devenu un petit peu, sans prétention, une référence pour la région. Donc, les gens viennent se présenter à nous facilement, nous envoient un petit message sur les réseaux sociaux. Je viens d'arriver dans la région, je suis un artiste peintre. Si jamais vous voulez collaborer, il n'y a aucun problème. Puis moi, je garde ça en tête. Je me le note, puis je me dis, si j'ai une activité ou si je veux mettre de l'avant un artiste peintre, je pourrais faire affaire avec lui après, etc. Donc, beaucoup de réseautage, beaucoup de gens qui viennent vers nous, puis le bouche à oreille aussi. Le bouche à oreille, oui. Je sais aussi, pour l'avoir vécu, que culturellement, la culture noire, elle ne se met pas d'office en avant comme personne. Ça veut dire que la personne peut être un grand chirurgien dans un hôpital, PDG ou grand musicien et tout ça. C'est pas dans notre culture de nous mettre en avant. Alors, c'est pour ça aussi que lorsque je parlais de chasseuse de talent, ça prend quand même une finesse pour aussi motiver ces gens-là qui sont dans l'ombre à émerger. Premièrement, est-ce que tu as fait le même constat que moi? Moi, je l'ai fait de mon côté, mais je ne sais pas, est-ce que tu as fait le même constat? Que souvent, on manque de façon de nous présenter, comme je dis si bien, de nous marketer nous-mêmes aussi. Exactement. Oui, ça arrive aussi qu'on contacte une personne, ou sinon, elle n'est juste pas à l'aise. Voilà. Oh, est-ce que je mérite d'être diffusée sur votre page? Bien sûr, tu fais un truc extraordinaire. Donc, oui, il y a beaucoup de motivation qui doit se faire aussi en amont, puis pour booster la personne, puis lui faire, lui faire voir qu'elle a de la valeur, cette personne-là. C'est ça, oui. Puis en région, je dirais que c'est encore plus difficile parce que Sherbrooke, c'est à peu près 170 000 habitants. Puis selon statistiques 2016, il me semble qu'on avait 3500 personnes noires à Sherbrooke. Ah oui, OK. Ouais. Donc là, c'est sûr, ça a évolué parce que même moi, je le vois que là, je suis comme contente. Il y a plus de... Il y a plus de diversité, donc c'est certain que ça a augmenté. Mais quand même, ça nécessite beaucoup de travail pour faire valoir les gens à leur juste valeur. Oui. Alors, tu as travaillé Black History de façon à ce que ça devienne... c'est un projet qui est devenu une organisation à but non lucratif. Tu l'as dit au début. Donc,
qui dit organisme à but non lucratif, dit conseil d'administration, financement, problème de gestion. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face avec l'organisme? Mais en fait, j'ai l'impression que, comme tout, le milieu des organismes non lucratifs, c'est un milieu à part. Mm-hmm. Si tu connais pas, oui. T'es complètement perdu. C'est ça. Puis c'était mon cas. Là, je commence à mieux comprendre le système, mais ça a été difficile de... moi, je suis infirmière, là, donc un CA, je sais pas c'est quoi. Donc, tout a été de l'apprentissage, mais je me suis donné les moyens d'apprendre. Oui. Je me suis vraiment donné les moyens d'apprendre, puis je continue d'apprendre encore et encore. Donc, mais je pense que tout a été un défi. C'est vraiment juste partir à OBNL, c'était un défi pour moi. Oui. Tout était nouveau. Donc, oui. Et si c'était à recommencer? Ah, je le refais. Ah oui. Oh oui, je le refais. Oui. Et puis, alors, Black Estrie, le nom, il vient d'où? Comment tu as trouvé le nom? Ah, mon Dieu. Ça, c'était... je me suis dit, je vais faire un truc pour les Noirs en région. Bon, on est en Estrie, je vais mettre Black devant. Parce qu'il y a plein d'organismes en région qui s'appellent Transestrie, Gris-Estrie. Oui. Pourquoi pas Black... Black Estrie, oui. Black Estrie. Ouais. Et le mot Black, est-ce que c'est un mot qui est fort, hein? C'est un mot qui parle? Oui. Est-ce qu'il passe bien? Il passe bien. Le seul petit problème avec ce mot, je pense, c'est qu'effectivement, il est très fort, c'est que les gens peuvent percevoir Black Estrie comme un mouvement exclusif. Oui. Comme si c'était une organisation qui n'était pas faite pour eux, pour une personne caucasienne, par exemple. Alors qu'on est un mouvement, mais totalement inclusif. Oui. Donc, ça, c'est plus difficile à faire accepter. On a eu quelques commentaires là, par rapport à ça, mais de manière générale, c'est bien accepté. Oui. Puis dans les activités que vous organisez, c'est des activités qui sont inclusives, mais ouvertes aussi sur d'autres cultures, à part le fait d'être noir. Exactement. Récemment, en février, on a fait une activité qui s'appelait le brunch des femmes, oui. Où on a accueilli, on a fait 3 panels de discussion avec des femmes issues de la diversité culturelle et des femmes québécoises. On voulait matcher les deux, oui. puis faire un maillage interculturel. Puis ça a créé des ponts entre les femmes. Il y avait un esprit de sororité là qui était intense. C'était beau de voir des femmes de différents horizons connectées entre elles. Oui. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Aïssé Touré, directrice de Black Estrie, nous partage ses nombreuses réalisations. Donc, Aïssé, c'est ça, on a parlé de Black Estrie. Est-ce que Black Estrie représente aussi d'autres communautés? Oui, d'autres communautés, c'est assez large, là. La communauté noire dans son ensemble. C'est ça, dans son ensemble. Ouais. Et c'est sûr que dans cette communauté-là, on a plein de petites communautés, des divergences. Donc, exactement. Donc oui, on représente beaucoup de personnes. Puis ça peut être même la maman québécoise avec un enfant métissé qui, des fois, ne sait pas comment s'occuper des cheveux de sa fille, qui va venir nous poser une question. Je trouve pas de produit à Sherbrooke, où est-ce que je peux aller? Et puis là, on va la référer vers les bonnes ressources. Donc, c'est vraiment... je pense que tout le monde peut être interpellé par cette cause-là. Oui, vraiment. Ça fait. Ouais. Donc, on parle de cause de Black Estrie. J'aimerais peut-être qu'on parle aussi des projets de Black Estrie. Mais avant tout aussi, de parler aussi peut-être de santé mentale au niveau des communautés. Est-ce que ce sont des sujets qui sont discutés au sein de Black Estrie? On a abordé ce sujet-là lors de notre émission Personne n'en parle, où on abordait la santé mentale dans les communautés noires.
c'est sûr que c'est un gros tabou, hein, on n'en parle pas assez, puis je pense qu'on n'en parlera jamais assez, il faut continuer de sensibiliser là-dessus. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'ils ont des ressources, mais ce qui est difficile, c'est que des fois, nos ressources ne sont pas forcément adaptées à nos besoins. Oui. Puis je parle en connaissance de cause. Moi, il m'est arrivé là, d'avoir une psychothérapie. Ben, le professionnel que j'avais en face de moi, je lui ai énoncé, moi, des enjeux, mais que lui ne connaît pas. Tout à fait. Parce que c'est pas sa réalité. Et ce qui est plus difficile en région, c'est d'avoir des professionnels issus de la diversité qui peuvent nous écouter. Donc, et nous comprendre surtout. Oui. Donc, ça, c'est difficile, mais il y a des choses qui se mettent en place. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, puis ça va venir. Ça va venir. Mais tu vois, ça, c'est un point important parce que il y a quelques mois, justement, une amie de ma fille d'origine iranienne qui avait certaines difficultés, qui est de l'ordre aussi familial et tout. Puis elle en discutait avec nous, puis donc je lui ai dit, mais il faudrait peut-être voir un psychologue pour qu'il y ait moins d'impact sur toi et tout. Puis ce qu'elle m'a répondu, c'est exactement ça. Elle dit, oui, mais tu sais, aller voir un psychologue, j'aimerais ça avoir un psychologue qui a mes références culturelles, qui est capable de comprendre que je ne peux pas dire non comme ça à mes parents, à ma mère. Tu sais, on est encore tellement... soumis dans ça. Donc, alors, puis j'ai réalisé, en fin de compte, ce que tu viens de dénoncer, c'est que même au niveau de la profession, parfois, les références culturelles ne sont pas là et ça fait en sorte que les gens peut-être ne consultent pas. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Parce que je pense qu'on a des valeurs culturelles qui ne sont pas forcément des valeurs occidentales, si je peux dire. Donc, que les gens vont percevoir comme dépassé, comme vraiment arriéré, genre Moyen-Âge, alors que pour nous, ça compte vraiment beaucoup. Puis tout ça, c'est un aspect qu'il faut... mais je pense que le fait d'avoir plus de diversité, d'inclusion, de discuter avec des collègues de travail, de leur parler de tes origines, de ta culture, de tes traditions, mais ça amène que finalement, les gens prennent plus conscience. Oui. Puis même le professionnel, il va prendre conscience de tout ça. Oui, c'est vrai, j'avais croisé une femme de telle nationalité, puis eux, dans leur pays, ils font ça. OK, là, je comprends mieux. Donc, mais il faut qu'il y ait une ouverture aussi, puis il ne faut pas que les choses soient prises à la légère non plus, du côté des professionnels, ou avoir un jugement. Oui. Puis donc, alors, Black History, on a parlé de santé mentale. Est-ce que Black History, quels sont les autres projets de Black History? Comment que tu vois que ça peut se développer à travers Sherbrooke et plus ça aussi? Hein? Et plus. Et plus. Avec tout ce que tu fais, c'est et plus, et plus, et plus. Ben, il y a beaucoup d'idées en tête. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'en région, on n'a pas de restaurant afro-caribéen. Oui. On peut pas avoir accès à de la nourriture afro-caribéenne. C'est quand même dingue. Oui. Et moi, ce serait mon rêve, ça, de pouvoir offrir ça. À la région. J'aimerais beaucoup. Beaucoup. Alors, et tu le verrais même peut-être à travers Black History? Oui, à travers Black History, vraiment un lieu... de rencontre. Moi, j'imagine un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement, où les gens peuvent venir s'installer, boire un café, boire un jus d'hibiscus, boire un verre de Kinkiliba, qui est du thé. C'est ça, oui. Donc, je vois vraiment ça comme ça. C'est un beau rêve qui, j'espère, va se réaliser. Ah ben, j'en doute pas. On va se revoir dans moins de 5 ans et puis ça sera réalisé. Donc, en plus de ça, c'est sûr que tu es aussi idéatrice et animatrice de l'émission Personne n'en parle. Puis, cette émission-là, ça vient d'où? Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est en lien avec Black History ou c'est quelque chose encore de parallèle? Non, c'est en lien avec Black History. C'est que quand on a commencé à mettre de l'avant les personnalités noires de la région sous forme de postes de publication, à un moment donné, il fallait se renouveler un petit peu, puis ça devenait quand même redondant là, de faire ça tout le temps. Fait que je me suis dit, mais pourquoi pas recevoir ces personnes-là, puis discuter avec elles. Puis on pourrait faire une version télévisée et tout ça. Puis, et puis moi c'est toujours la nuit que ça pop. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, la nuit, là,
C'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Et puis donc, j'ai dit, mais l'émission, elle va s'appeler Personne n'en parle. Puis, on va faire un clin d'œil à Tout le monde en parle. Mais c'est ce que je me suis dit. Hein, c'est que... c'est ça. Chez nous, on parle de sujets, d'actualité, de société. Peut-être qu'on n'en parle pas ailleurs. Donc, personne n'en parle, mais on va en parler chez nous avec Black History. C'est très bien, ça. Alors, c'est vrai, c'est un beau titre d'émission. Est-ce que, dans un moyen court terme, est-ce que tu verrais aussi des produits pour Black History? Est-ce que... Parce que si on fait la promotion de la culture noire, mettre en lumière les personnes, est-ce que tu as pensé aussi à avoir des produits ou des... Honnêtement, non. Non, hein? Non, mais tu viens de me mettre quelque chose dans la tête. Puis cette nuit, je vais t'inspirer. C'est ça. Non, j'y avais pas pensé. Oui. C'est vrai que je voyais plus ça comme des services, mais pas offrir un produit. Mais ça pourrait être une belle idée. Parce que finalement, c'est que dans toute cette promotion-là, c'est ce positivisme de mettre de l'avant, mais de mettre aussi de l'avant certains produits qui ne sont pas connus. Et puis Sherbrooke aussi, c'est le pays du terroir aussi. Il y a plein d'agriculteurs et de trucs, d'entreprises comme ça. Oui, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Effectivement. Ouais. Effectivement. Je compte sur toi. Toujours au micro avec Aïssé Touré, directrice de Black History. Alors, Aïssé, au début, tu nous as intrigués en parlant de ressources humaines. Tu avais étudié aussi une partie en ressources humaines et que des années après, tu as pu intégrer cette compétence-là. Donc, c'est à quel niveau ça m'a intriguée? C'est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de ton travail, de Black History ou les deux en même temps? Ben, je dirais que c'est les deux, en fait. Parce que même au niveau du travail, maintenant, je gère une équipe de 9 infirmières, je m'occupe des horaires, de tout ça. Donc, j'ai quand même gravi quelques échelons là, depuis 8 ans d'immigration. Et en parallèle, avec Black History également, parce que j'ai une équipe autour de moi. Je ne fais pas ça toute seule. Hein. Ça me prend aussi des mains pour m'aider, et puis des cerveaux aussi pour réfléchir à plusieurs. Donc oui, c'est de la gestion, c'est autre chose, c'est d'autres défis, c'est des choses que j'avais oubliées. 2007, mon bac, c'est vieux. Oui. Donc, il faut rafraîchir tout ça. Donc là, justement, je fais une formation en parcours RH pour essayer de me remettre dans le bain. Puis même là, je pense que la gestion des ressources humaines, elle a complètement évolué entre 2007 et maintenant. C'est autre chose maintenant. Là. Donc, j'apprends au jour le jour à gérer des équipes, si je peux dire comme ça. Ouais. Alors, qui dit ressources humaines dit aussi personnalités diverses, personnalités plus difficiles. Oui. Et comment qu'on s'y prend? Est-ce que ça va quand même? Mais ça va, mais en fait, ce qu'il faut, je pense que c'est... J'ai appris récemment que j'étais rouge. Ah oui? Personnalité rouge dominant. Oh bon, OK. Mais je connaissais pas ce fameux test de personnalité. Oui. Mais ça m'a tellement éclairée sur même autour... Parce que grâce aux couleurs... Et aux descriptions, j'ai pu définir tous les membres de mon équipe. Ah oui, oui. Je sais qui est qui maintenant. Là. C'est donc, la formation, là, elle m'aide beaucoup. Alors, tu sais qui tu es et qui est Exactement. autour. Je sais qui je suis. Oui. Et je sais qui est autour de moi. Et je sais maintenant, grâce à ça, quelles actions je peux mettre en place pour avoir un objectif précis. Donc, c'est sûr que ça se travaille. C'est pas évident. Mais au moins, j'ai les clés en main pour pouvoir gérer ce volet-là qui est quand même... c'est pas évident, hein. Puis on est des femmes, voilà. Oui.
C'est ça. Et puis, donc, alors, avec ça aussi, dans Black Street, dans ton organisation, avec ce code de couleur aussi, est-ce que ça peut aider aussi à comment je vais dire, à choisir aussi les gens qui peuvent t'entourer pour te donner un coup de main dans Black Street? Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça aide à choisir les gens qui nous entourent. Puis ça aide aussi à savoir quelles sont les forces de chacune, puis comment je peux faire pour mieux déléguer, pour mieux me dire que quand je vais déléguer cette tâche-là, je sais que cette tâche, elle va être faite correctement. Si je délègue autre chose, des fois, je suis comme surprise du résultat, ou des fois, je n'ai même pas de résultat. Donc, se poser les bonnes questions et se dire, OK, je connais maintenant cette personne-là, je sais ce que je peux lui déléguer, ce que je peux déléguer à une autre personne. Oui. Ouais. La délégation, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Hein? Donc, souvent, il faut se faire violence. Parce que moi, au début de mes fonctions en direction et tout ça, je pensais que j'étais la personne qui déléguait le plus facilement, la personne qui faisait confiance rapidement et tout. Alors, quand j'ai eu une ou deux personnes qui me disent « Oh, Marjorie, tu veux toujours voir, tu veux toujours contrôler », je dis « Non, c'est pas vrai. » Et puis finalement, je me suis rendu compte que pour pouvoir déléguer, il faut créer une ouverture, créer ce sentiment de confiance, parce que lorsqu'on est gestionnaire, on a besoin en tout cas, de développer cette compétence de délégation. Est-ce que maintenant tu y arrives plus facilement ou? C'est difficile. Oui, hein? C'est difficile. Puis je pense que c'est encore plus difficile quand on a une... Tu sais, la cause, Black Street, c'est comme mon 4e bébé. Là. C'est ça, oui. Ah, c'est dur. Puis ce bébé-là, il a des besoins auxquels il faut que je réponde. Puis des fois, quand le besoin, il n'est pas répondu à 100%, moi, ça me frustre. Donc, non, la délégation, c'est un gros défi pour moi. Ouais. J'essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident. C'est pas évident, exactement. C'est pas évident, vraiment. Puis surtout, on a parlé que c'est une organisation à but non lucratif, donc tu fais aussi, tu travailles aussi avec un conseil d'administration, ton équipe, ton conseil d'administration, puis comment ça se passe au niveau de ton conseil? Est-ce que ça va comme tu veux? Est-ce que tu arrives à impliquer les gens de ton conseil? Au niveau de mon CA, ça va. Les gens étaient quand même eux aussi novices dans le milieu, si je peux dire. Oui. Donc, j'ai dû moi aussi me renseigner pour répondre à certaines questions parce que je n'avais pas les réponses. Exactement, oui. Donc, mais je partais quand même avec une base que eux n'avaient pas. Non? Donc, mais je pense que les débuts, c'est sûr, c'était un petit peu chaotique. Là, ça commence à se stabiliser. Chacun a pris son rôle. Chacun sait ce qu'il doit faire. La secrétaire sait ce qu'elle a à faire. La trésorière sait ce qu'elle a à faire. Fait que, tu vois, tout est quand même bien calé. Mais c'est sûr que c'était pas évident. C'était pas évident. Est-ce que tu te sens épaulée par ton conseil quand même en tant que directrice? Oui. Ils sont vraiment, ils sont vraiment là, réceptifs. Quand ils peuvent, ils sont là aux activités. Non, ça c'est essentiel. Quand même bien. Oui, c'est essentiel. Ouais. Et lorsqu'on va au nerf de la guerre au niveau des finances, alors, Black Street, c'est beau, c'est un projet et tout. Comme on dit, on a un projet, mais ça prend aussi l'argent pour développer, pour faire évoluer tout ça. Puis au niveau des financiers, comment vous arrivez à vous financer? Avez-vous des campagnes de financement? Avez-vous des subventions? Comment ça se passe maintenant? Ça, c'est encore très précaire, je dirais. Oui. Parce qu'on a commencé le film à l'envers. C'est-à-dire que le mouvement est parti en juin 2020, mais la constitution officielle de l'organisme s'est faite en mars l'année dernière. On fête nos 1 an. Donc, quand tu as moins de 1 an, c'est difficile d'avoir des fonds. C'est vrai. Souvent, on te demande un 2 ans minimum pour pouvoir déposer dans les appels de projet. Mais on a réussi à développer des stratégies, si je peux dire, s'associer avec d'autres organisations sur un projet commun, puis faire une demande de financement ensemble. Ça permet aussi de collaborer, ça permet de se faire connaître. Donc, ça, c'est intéressant. OK. Donc, alors, dans le fait que vous soyez en région aussi, ça ne vous donne pas une valeur ajoutée oui, au niveau du financement? Je pense à l'avenir, parce que là, je suis très limitée au niveau des demandes. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce n'est pas un atout, mais effectivement, je pense que quand on aura nos 2 ans, ça va être un atout majeur pour nous là, d'être en région. Oui.
Vous avez fait des activités plus publiques, je crois que c'était l'été dernier. Comment ça s'est passé, cette activité? Tu parles de l'Afro-Pique-Nique, oui, je pense? Exactement. Ouais, oui, ouais. oui. L'Afro-Pique-Nique, c'était une de nos premières activités en tant qu'organisme autonome, si je peux dire ça comme ça, parce que toutes les autres étaient en collaboration avec d'autres organisations. Oui. Donc là, on était livrés à nous-mêmes. Oui, hein? Ouais. Et là, quand tu es livré à toi-même, c'est bien, tu apprends, mais c'est pas évident. Oui, oui. Mais ça s'est super bien passé, un très bel événement. On avait des exposants qui étaient là, qui exposaient leurs produits et ou services. Oui. Et puis, on a eu la visite de députés, de la mairesse de Sherbrooke qui était là. Donc, super. Oui, vraiment, vraiment. Puis, l'Estrie, là, c'est magnifique. Donc, on avait un lieu super beau, aux berges de Dominique Savio, vue sur le lac de Memphrey Magog, le kayak. Oh non, c'était l'endroit idyllique. Ouais. Ça a donné une belle visibilité à Black Estrie. Oui. Puis, est-ce qu'on pense recommencer cet été? Ou... Oui. Ah oui! Oui, une deuxième édition cet été. Deuxième édition, oui. D'accord. Alors, maintenant, quel serait ton plus grand rêve pour Black Estrie? J'en ai parlé un petit peu tantôt de mon lieu de rassemblement, mais je pense que mon plus grand rêve pour Black Estrie, c'est d'être là jusqu'au bout. C'est vraiment de pouvoir tenir les rênes jusqu'au bout, puis de ne pas abandonner, parce que c'est facile, hein, des fois. On a beaucoup d'embûches, on a beaucoup de choses qui arrivent, c'est difficile à gérer, puis tu te dis, mais pourquoi j'ai parti ça? Oui. Tu te poses beaucoup de questions. Donc, moi, mon rêve, c'est que même si je suis plus là, qu'il y ait quelqu'un qui tienne encore les rênes de Black Estrie et puis qui n'abandonne pas. Que tu aurais créé au moins cet impact exactement. à Sherbrooke. Oui. Puis, on parle de tenir les rênes. Qu'est-ce qui te motive, toi, comme femme? Parce que, tu sais, on t'a écouté, t'embrasses quand même pas mal de choses. C'est quoi qu'est-ce qui te motive? Alors, j'avais débuté en disant tu t'abreuves où? Mais quelle est ta motivation pour faire tout ça? C'est une bonne question. Ma motivation, c'est à la fois mes enfants, parce que je me dis que je fais quelque chose pour eux qui vont en bénéficier plus tard. C'est à la fois mes parents, parce que j'ai envie de les rendre fiers. Puis, moi, je suis encore la petite fille à maman. Là. Je suis contente de lui dire, maman, voilà ce que j'ai la mairesse, elle est venue, puis c'était le fun. Donc, puis elle est fière aussi. Donc, je pense que c'est ça qui me motive. Oui. Ouais. À poursuivre. Puis je suis très motivée. Puis quand j'ai un objectif en tête, moi, je ne lâche pas. Là. Je vais jusqu'au bout. Mais finalement, je me rends compte que oui, la source, c'est mes enfants, puis c'est ma famille. Tu as parlé en début d'émission alors que l'idée de Black Estrie est venue aussi après la mort de George Floyd. Toi, personnellement, quel impact que ça a eu sur toi? En fait, j'ai l'impression que ça m'a plus touchée parce qu'on n'est quand même pas loin. Le fait d'être au Canada, j'ai l'impression que je ne sais pas si j'avais été à Paris à ce moment-là, encore en France avec ma vie, est-ce que ça aurait eu le même impact sur moi? Je ne sais pas. Mais avec tout ce que j'avais vécu depuis ces années d'immigration, puis le fait d'être aussi proche, je me suis comme vraiment mis à la place. Ça m'a vraiment choquée, ça m'a interpellée, ça m'a remise en question sur beaucoup de choses. Et c'est là que ça a été une révélation en me disant que stop. Faut faire quelque chose. Puis j'avais l'impression également que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. J'ai l'impression que c'est comme un message, quelque chose qui me revient à moi. Une sorte de mission que je dois faire. Puis des fois, avec mon conjoint, on parle, puis on dit c'est peut-être qu'on pourrait rentrer en France maintenant. Ça fait quasiment 10 ans. On pourrait rentrer. Les parents vieillissent. C'est pas évident non plus d'avoir sa famille loin.
de pas voir ses parents vieillir, de pas être là pour eux non plus. Oui, oui. Récemment, ma mère m'a appelée pour me dire qu'une auxiliaire de vie, je sais pas si ça se dit comme ça ici, mais venait pour faire son ménage à la maison, puis Oui. lui mettre la rampe là dans le bain. Ah ouais. Ça m'a pris J'en doute pas. J'ai eu les larmes aux yeux, je me suis sentie pas à ma place. Mm-hmm. C'est pas à elle de faire ça, c'est à moi, ta fille, de venir t'aider. Puis je suis à des milliers de kilomètres, puis je peux pas. C'est ça. Donc, mais quand je repense à ça, puis je me dis, bon, OK, on pourrait rentrer. Mais je fais quoi de Black Estrie? Ah oui. Je peux pas le 4e bébé qui est là. Je peux pas le laisser. Ouais. Donc, c'est quelque chose. Puis est-ce que tes enfants étaient dans toute cette évolution de vie, le dialogue que tu as avec tes enfants, est-ce qu'ils comprennent un peu ce que tu fais, le rôle, pourquoi que c'est important pour la communauté? Oui. Ah, ça, j'essaye à chaque activité d'amener mes enfants. OK. À l'Afro-Pique-Nique dont on parlait tantôt, mes enfants étaient là. J'ai été hier dans la classe de mon fils faire un atelier sur l'intimidation et la discrimination. Ah oui, OK. Oui, donc et j'ai distribué des livres à colorier, qu'on a fait une édition de livres à colorier avec des citoyennes de Sherbrooke et on distribuait gratuitement des crayons de toutes les couleurs, de toutes les teintes de couleurs. Oui. Donc tu peux le colorier en métissé, ouais. en noir, plus noir ébène. Donc on distribuait ça gratuitement. Donc je suis allée faire un atelier, puis tu aurais vu les yeux de mon fils, il était fier. Ben oui. Il était excité que je sois là, il était fier, il m'a collé tout le long de l'atelier. Donc c'est important de les impliquer. Puis je dirais aussi que même le conjoint, c'est important de l'impliquer. Oui. Donc pas le laisser de côté, c'est ça, parce qu'à l'Afro-Pique-Nique, il faisait le barbecue. Okay, c'est chacun a ses tâches. C'est bon. C'est bien intéressant, ça, le jeu le livre à colorier. Le livre à colorier, oui. Différentes têtes. Donc, ça stimule déjà l'imaginaire de l'enfant et puis peut-être aussi travailler l'acceptation de l'ouverture parce que les enfants sont tous ouverts, hein? Ça, c'est ça. Ils sont tous ouverts. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à chaque fois le nom de la personne, sa profession. Oui. Et on a des gens de partout. Il y a une professeure de littérature, il y a un danseur, il y a une artiste, il y a des propriétaires d'entreprises. Donc, ils lisent, ils colorient avec leur imagination. Puis ça fait des beautés, ça fait des pépites. Là, quand on nous envoie les photos, c'est vraiment magique. Alors, Aïssé, j'ai aucun doute que tu inspires des jeunes femmes, des gens de ton milieu. Toi, qui sont les personnes qui t'ont inspiré? Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré? Oh, il y en a plusieurs. Je commencerai par ma mère. Oui, voilà, on oblige toujours. Vraiment. Mes sœurs aussi, qui sont des modèles. C'est quand je les vois, je suis vraiment inspirée par leur parcours, puis avec des choses qu'elles ont vécues difficiles dans leur vie quand même. Et puis, sinon, plus publiquement, je sais même pas qui est-ce que je pourrais dire. Il y en a tellement. Il y a Oprah Winfrey, il y a Rosa Parks. Il y a plein de femmes là qui m'ont inspirée là, et qui m'inspirent toujours. Là, vraiment. J'ai regardé récemment le film Till. En fait, ça raconte l'histoire du jeune, j'ai oublié son prénom par contre, mais son nom de famille, c'était Till, qui s'est fait assassiner aux États-Unis à l'âge de 13 ans. Il avait été défiguré et tout ça. Et le combat de sa mère, ça m'a tellement inspirée. L'enfant est vraiment défiguré quand elle le retrouve à sa mort. Et puis elle mène un combat contre la ségrégation raciale, puis elle va partout, elle est vraiment inspirante. Puis c'était son seul fils, un fils unique qu'elle a perdu. Donc, on se met à la place d'une maman aussi. Et c'est une femme très inspirante, vraiment. J'oublie son nom, là. Mais le film Till, je l'ai regardé il y a quelques semaines. Je connaissais l'histoire, mais le fait de voir le film m'a beaucoup... ça m'a fait quelque chose. Ça t'a fait quelque chose, oui. Donc, alors, qu'est-ce que tu aurais pour un mot de la fin pour les jeunes? Et les jeunes filles, les jeunes femmes, et puis les jeunes tout court, les jeunes hommes aussi, alors qui sont afrodescendants. Moi, je dirais d'oser, parce que ça a toujours été un frein pour moi. Mais quand je me suis décidée, là, ça y va. Là. Oui. Donc, vraiment oser. Et puis, je pense que des fois, on se met beaucoup de limites aussi, qu'il faut essayer d'aller au-delà de ces barrières-là qui sont devant nous. Et moi, il y a une phrase que je répète souvent parce que je l'adore, c'est « on se ressemble beaucoup plus qu'on ne le pense ». Et cette phrase-là, je la trouve extraordinaire et je trouve qu'elle est très symbolique. Ouais.
Alors, Aïssé, vraiment, ce fait un plaisir. Et puis, moi, je dois avouer que je te vois évoluer et je suis très, très fière de cette belle évolution que tu as. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir au sein de l'émission Vivement les femmes. Tu mets les gens en lumière. Alors, je voulais aussi que ta présence soit remarquée à Vivement les femmes. Donc, alors, merci beaucoup. Merci. Comme on l'a vu, hein, tu carbures au défi et puis tu as une source d'inspiration. Et puis, merci d'être qui tu es. Merci à toi, Marjorie. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.